Nous allons à présent aborder le cas de la magnétostatique qui, sous bien des aspects, ressemble à l'électrostatique que nous avons discuté précédemment, mais avec certaines subtilités techniques que nous détaillerons dans la suite. Alors, la magnétostatique, elle est là aussi décrite par deux équations. Divergence B est égale à 0, et rotation LB égale mu0j. Là aussi, on se débarrasse de tous les termes de dérivée temporelle, dans le cas statique. Et grâce à l'équation divergence de B égale à 0, nous savons que B peut s'écrire sous la forme rotationnelle de A. Si on injecte cette forme dans l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnel B égale mu0j, en utilisant l'identité que le rotationnel du rotationnel c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien, on obtient une équation sur le potentiel vecteur A. Alors ce que nous savons cependant, c'est que A n'est pas donné de façon unique, il y a plusieurs possibilités pour choisir A, c'est ce qu'on avait appelé l'invariance de jauge dans l'étude de l'électromagnétisme, et notamment si l'on ajoute à A un gradient, eh bien on ne change pas le B correspondant. Ce que nous allons voir, c'est qu'il est toujours possible de trouver une jauge telle que la divergence de A soit égale à 0. C'est ce qu'on appelle la condition de jauge de Coulomb. Et en fait, cette condition de jauge de Coulomb est accessible grâce aux propriétés de l'équation de Poisson. Imaginons en effet que l'on possède, que l'on considère à A0 tel que B est égal à rotationnel de A0, et pour lequel divergence de A0 soit non nulle, par exemple. Eh bien, ce que je prétends, c'est que je peux toujours trouver un f tel que A égale A0 plus gradient de f, et la divergence de A est égale à 0. En effet, pour que ceci soit vrai, il faut que la divergence de A0 plus le Laplacien de f est égal à 0, et donc Laplacien de f est égal à moins divergence de A0. Donc on voit que f est simplement solution d'une équation de Poisson, dont le second membre est la divergence de A0. Et d'après ce que nous avons vu précédemment dans le cas de l'électrostatique, eh bien, cette équation-là a toujours une solution que l'on pourrait exprimer sous une forme à l'aide de la fonction de Green. Donc f égale g convolué avec moins divergence de A0 va donner une solution possible à ce problème. Donc il est toujours possible de trouver un potentiel vecteur tel que divergence de A est égale à 0. Alors à ce moment-là, on voit que l'équation se simplifie considérablement, puisque le terme ici en divergence de A s'annule, et l'équation que nous obtenons est finalement Laplacien de A est égal à moins mu0j. Si l'on projette composante par composante, ce que l'on constate, c'est que chaque composante du potentiel vecteur en jauge de Coulomb est solution d'une équation de Poisson. Et donc on peut utiliser les solutions trouvées précédemment, à l'aide de nouveau la fonction de Green de l'équation de Poisson, pour écrire le potentiel vecteur généré par un courant statique. Et donc ce que l'on obtient, c'est que A de R va être égal à mu0 sur 4pi fois l'intégrale sur tout l'espace de J de R' divisé par R moins R'. C'est exactement la même solution, le même type de solution que pour la loi de Coulomb. Donc on calcule le champ magnétique en prenant le rotationnel du potentiel vecteur, comme ceci. J de R' divisé par R moins R'. Et donc l'opérateur de gradient ici n'opère que sur R, donc on peut le rentrer à l'intérieur de l'intégrale. Donc on a mu0 sur 4pi d3 R' fois le rotationnel par rapport à R de J de R' divisé par R moins R'. Quand on va calculer ce rotationnel, ce que l'on constate, c'est que l'opérateur de dérivation n'opère que sur R. Ici on a du R', là il y a du R', et donc finalement la seule dépendance en R est là. Donc ça veut dire qu'on peut considérer que J est une constante, et l'opérateur nabla ne va opérer que sur la fonction 1 sur R. Donc vous vous convainquez assez rapidement que ceci va s'écrire comme u0 sur 4pi fois d3R' fois le gradient qui opère sur R de 1 sur R moins R' vectoriel J de R'. Par exemple, vous pouvez calculer ceci en utilisant les symboles de Levi-Civita pour calculer le rotationnel, ou le produit vectoriel.
Donc ce gradient par rapport à R se calcule comme d'habitude, c'est toujours l'intégrale sur D3R', donc de moins R moins R' divisé par R moins R' au cube, c'est exactement le même terme que l'on avait pour la loi de Coulomb, fois J de R', donc ceci vaut mu0 sur 4pi fois l'intégrale de D3 de R', J de R', vectoriel R moins R' divisé par R moins R' au cube. Donc voilà le champ magnétique, l'expression formelle du champ magnétique créé par une densité de courant, une distribution de courant J de R. Donc cette loi, on l'appelle la loi de Biot-Savart, que vous connaissez peut-être. On la connaît en général plus pour une distribution filiforme, puisque la plupart des champs magnétiques que l'on utilise en pratique sont créés par des circuits quasi filiformes. Donc dans ce cas-là, on a un circuit qui est comme ceci, qui a une section sigma, et on va noter le vecteur dl, donc le vecteur infinitésimal le long, déplacement infinitésimal le long du circuit, comme dl, la variation de la petite curveline, fois u, le vecteur tangent. Et donc lorsqu'on va écrire l'intégrale de j des 3r, donc on va considérer ce petit volume ici, compris entre L et L plus dl, et de section sigma. En première approximation, on va écrire que d3r, ça va être égal à sigma fois dl, et le vecteur courant, on va supposer qu'il est tangent à u, et donc il va s'écrire j fois u. Or, j fois sigma, c'est le flux du courant à travers la section du fil, c'est-à-dire que l'intensité, et udl, on vient de voir que c'est le vecteur déplacement élémentaire dl vectoriel. Donc ceci peut s'écrire I, le courant, fois dl, le vecteur déplacement le long du fil. Et donc, empiriquement, on va écrire pour un circuit filiforme la loi de Biot-Savart en remplaçant le J des 3R par un IDL. Et donc, celle-ci prend la forme suivante, B de R égale mu0 sur 4pi I fois l'intégrale de dl' vectorielle de R moins R' sur R moins R' au cube. Alors, de façon tout à fait analogue à ce que l'on avait pour la loi de Coulomb, on a des relations de passage pour le champ magnétique. Alors, comme divergence de B est égale à 0, eh bien, on va avoir continuité de la composante normale du champ magnétique, puisque si vous vous souvenez, on avait vu que pour le champ électrique, l'équation de Maxwell-Gauss, divergence E égale ρ sur epsilon 0, donnait une discontinuité du champ électrique, de la constante normale du champ électrique qui était proportionnelle à sigma. Ici, divergence B est égale à 0, donc il n'y a pas de second membre dans cette équation-là. Donc ça veut dire que la composante normale du champ magnétique va être continue à la traversée d'une distribution surfacique de courant. En revanche, le rotationnel du champ magnétique va être non nul, ça va être égal à mu0 j, et donc ceci aboutit à une discontinuité de la composante tangentielle du champ magnétique. Donc pour prouver ça, on suit une approche qui est tout à fait similaire à ce que l'on avait vu donc, pour la discontinuité du champ électrique. Donc on considère un élément de surface comme ceci, on va tracer un contour sur cette surface, et on va chercher à estimer le courant, donc le nombre de charges par unité de temps qui vont traverser cet élément de surface. Donc ce courant est associé à un courant surfacique, JS, qui est tangent à la surface. Et comment est-ce qu'on calcule l'intensité, le courant, donc la charge par unité de temps qui parcourt cet élément de surface? Eh bien, on va considérer ici un élément dl de ce contour, la normale locale n à la surface, et on va calculer, donc on va définir DI comme étant ici donc n vectoriel dl fois JS. Si vous voulez, c'est équivalent à dire que on va épaissir légèrement le contour comme ceci, avec une épaisseur epsilon. Donc on va définir une normale grand N à cette petite surface, donc qui est parallèle à dl
vectoriel n, et on calcule le flux de ce courant à travers cette surface épaissie. Et donc voici la définition du courant à travers un contour pour une densité surfacique. Donc je reprends le dessin comme ceci. On va tracer un contour comme ceci qui va enjamber la surface qui nous intéresse, à travers laquelle le courant circule, et on sait, d'après le théorème d'Ampère, que la circulation du champ magnétique est égale à μ0 fois le courant qui va traverser cette surface. Donc ceci va être égal à l'intégrale sur le contour C0 qui est ici de μ0 JS fois n vectoriel dl. Alors si on veut avoir une orientation qui corresponde à l'orientation donc on a n qui est comme ceci, il va falloir avoir dl qui est comme cela, de façon à ce que n vectoriel dl soit comme ceci, et donc ça soit parallèle en gros à la normale définie par le contour que l'on a pris ici. Donc on va raisonner comme précédemment. Donc ici on a la partie 2, là on n'a pas la partie 1. Ici on a un contour C1, là on a un contour C2. Et donc on va définir un contour C+, qui est ici, qui est donc orienté comme cela. Et puis un contour C-, qui va être comme ceci. Et ce que l'on a, c'est que la circulation de B sur C1 est égale à moins la circulation de B sur, pardon, ici c'est C2 et là c'est C1, sur C-, et la circulation de B sur C2 est égale à moins la circulation de B sur C+. Donc l'équation précédente va s'écrire comme moins l'intégrale de B scalaire dl sur C+, moins l'intégrale de B scalaire dl sur C-, est égal donc à μ0 fois l'intégrale de JS n vectoriel dl sur le trajet C0. Alors d'après ce que l'on vient de voir, C- correspond à C0 et C+ correspond à moins C0, donc ceci va s'écrire comme l'intégrale sur C0 de B+ scalaire dl moins l'intégrale sur C0 de B- scalaire dl, donc est égal à μ0 fois l'intégrale de JS vectoriel n dl. Donc ce qui s'écrit finalement que l'intégrale sur C0 de B+ moins B- scalaire dl est égale à μ0 fois l'intégrale sur C0 de JS vectoriel n fois dl. Et donc on retrouve, comme ceci est vrai quel que soit le contour C0 que l'on considère, et bien ça veut dire que les intégrants sont identiques et l'on trouve que le champ magnétique a une discontinuité qui est égale à μ0 JS vectoriel n. Comme JS est dans la surface et n est normale celle-ci, et bien on voit que la discontinuité est tangente à la surface sur laquelle circule le courant. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à ce qui se passe dans le régime dipolaire, c'est-à-dire, comme précédemment, regarder l'approximation dipolaire, mais pour des champs magnétiques. Alors comme précédemment, on part de l'expression du potentiel vecteur, A égale μ0 sur 4pi fois l'intégrale des 3R' fois J de R' sur R moins R', et puis on va développer le coefficient 1 sur R moins R' à grande distance, donc pour les grandes valeurs de R par rapport à R'. Alors si on s'arrête à l'ordre 1, on peut remplacer 1 sur R moins R' par 1 sur R, et on a μ0 sur 4pi R fois l'intégrale de D3R' J de R'. Or, ce que nous avons montré, c'est que si divergence de J est égale à 0, eh bien, cette intégrale, J de R', D3 de R' est égale à 0.
physiquement, ça correspond au fait que les lignes de courant sont fermées et qu'il n'y a donc pas de monopôle magnétique. Il n'existe pas de monopôle magnétique, il n'y a que des dipôles. Alors, regardons ceci un peu plus en détail. Alors d'abord, la première chose que l'on peut constater, c'est que lorsqu'on a une distribution de courant, donc imaginons qu'on a des courants qui sont comme ceci, comme on l'a dit, les lignes de courant sont nécessairement fermées, comme cela. Et en particulier, ça veut dire que quand on regarde le courant à la surface de cette distribution, eh bien, il est forcément tangent à cette surface. Ceci peut se comprendre de la façon suivante. Imaginons donc que le courant soit localisé dans un domaine grand D, avec ici la surface, le bord D de grand D. Donc on sait que divergence de J est égale à 0, ce qui veut dire, d'après ce que l'on a dit précédemment, que il ne peut pas y avoir de discontinuité, la composante normale du courant. Donc J perpendiculaire et continue, exactement comme la composante perpendiculaire du champ magnétique à travers une surface est nécessairement continue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si donc j'ai un courant qui est localisé dans une certaine région de l'espace, donc ça veut dire qu'à fortiori que J égale à 0 à l'extérieur, eh bien il ne peut pas y avoir de discontinuité de la composante normale du courant lorsque je passe de l'intérieur de D à son extérieur, et donc cela signifie que J est nécessairement parallèle à l'interface. Donc J est tangent à la frontière de D. Donc ceci, comme je l'ai dit, est une conséquence du fait que divergence J égale à 0, et que lorsque divergence J est égale à 0, on n'a pas de discontinuité de la composante normale du champ à la traversée d'une interface. Donc maintenant, il faut que nous calculions l'intégrale de J de R' des 3R', et je veux montrer que ceci est égal à 0, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que quel que soit le vecteur A, l'intégrale de J de R' fois A des 3R' est égal à 0. Comme s'il sera vrai pour toute A, et bien ça veut dire que le vecteur lui-même, l'intégrale de J en R' des 3R' est égal à 0. Donc pour ça, on remarque que A, c'est le gradient de A scalaire R'. Le gradient par rapport à R', évidemment. Donc il suffit de le calculer, hein, coordonnée par coordonnée, on voit que ceci est vrai. Donc l'intégrale de J de R' fois A n'est rien d'autre que l'intégrale de J de R' fois le gradient de A scalaire R'. Et je vais utiliser le même type d'intégration par partie à laquelle j'ai procédé précédemment pour dire que ça, c'est l'intégrale du gradient de J en R' fois A scalaire R' moins l'intégrale de la divergence de J de R' fois A scalaire R'. La divergence de J est égale à 0, puisqu'on a affaire à un courant stationnaire. Et ici, donc j'ai une divergence totale, donc que je peux écrire comme le flux de J de R' fois D2S' fois A scalaire R'. Or, ce que l'on vient de dire, c'était que au bord du domaine, où est localisé le courant, eh bien ceci est strictement égal à 0. Donc les deux termes, l'intégrale de surface et l'intégrale de volume, s'annulent identiquement, ce qui signifie que cette intégrale vaut bien 0, et donc que l'intégrale volumique du courant est strictement nulle. Donc ce que l'on voit, c'est que le terme monopolaire, en régime statique, vaut tout le temps 0. Et ce qui signifie que le champ magnétique d'une distribution statique de courant est toujours de nature dipolaire. Donc le terme dipolaire provient du terme suivant dans le développement de 1 sur R moins R', et donc il a exactement la même forme que pour le potentiel scalaire habituel. Donc le terme suivant va se mettre en R scalaire R' divisé par R2, et donc ce qui nous donne une contribution en mu0 sur 4pi R3, l'intégrale de D3R', J en R' fois R scalaire R'. On va à présent calculer le terme dipolaire
de façon à le transformer en un produit vectoriel en utilisant une méthode assez similaire à celle que nous avons utilisée pour prouver que l'intégrale de J sur tout le volume du courant était nulle. Donc on veut calculer l'intégrale sur tout l'espace de D3R' de J R' de R scalaire R'. Et on note que J en R' en fait peut s'écrire comme J de R' fois le gradient par rapport à R' du vecteur R'. Donc on peut calculer très simplement coordonnée par coordonnée cette quantité-là. Donc si on peut aussi l'écrire de la façon suivante, si je regarde la coordonnée I de ce vecteur, c'est JK fois la dérivée par rapport à K de xi. Et donc ça on voit que c'est égal à delta IK et on trouve bien effectivement que J de I est égal à J de I. Donc si on insère cette expression dans l'intégrand, on voit que J en R' fois R scalaire R' est donc égal à JK en R' fois la dérivée par rapport à K de x'I fois XL, x'L. Ça c'est le produit scalaire de R avec R'. Donc on va, comme d'habitude, intégrer par partie en disant que ça c'est d'K de JK en R' fois x'I fois XL x'L moins x'I fois d'K de JK en R' fois XL x'L. Quand on va intégrer sur tout l'espace, le terme qui est ici, qui est une dérivée totale, c'est une divergence, va se transformer en intégrale de surface où on va multiplier scalairement le vecteur J avec le vecteur surface. Et comme on l'a vu précédemment, ce terme-là s'annule puisque au bord du volume d'intégration, le courant est toujours tangentiel. Il nous reste ensuite le terme qui est ici. Donc on va dériver ce produit, le produit de JK avec XL x'L. Donc on dérive par rapport à la coordonnée x'I. Et quand on dérive le produit, eh bien on va dériver d'abord JK par rapport à XK. Ça fait apparaître la divergence du courant. Et cette divergence du courant, on sait qu'elle est égale à 0. Et donc le seul terme qui va subsister, c'est celui-ci qui est la dérivée de XL x'L par rapport à JK. Donc ce terme-là, finalement, s'écrit moins x'I fois JK fois la dérivée de XL x'L par rapport à K. Et donc quand on va dériver x'L par rapport à x'K, ça va donner un delta KL, donc c'est moins x'I JK XL delta KL. Donc quand on va faire la somme sur L, le terme L égale K va survivre, et donc il nous reste moins x'I JK XK, et donc c'est moins x'I fois le produit scalaire de J avec R. Et donc, ce que l'on voit en définitive, c'est que l'intégrale sur tout l'espace de J de R' fois R scalaire R' est aussi égale à moins l'intégrale sur tout l'espace de R' fois J scalaire R. Donc on peut alors dire que l'intégrale de D3R' de J de R' fois R scalaire R' est égale à 1/2, et bien de cette chose-là, l'intégrale de D3R' de J de R' fois R scalaire R' moins l'intégrale sur tout l'espace de R' fois J scalaire R. J en R' scalaire R. Et donc ici, on va reconnaître un produit vectoriel, un double produit vectoriel, puisque ceci, c'est 1/2 de l'intégrale sur R' de R vectoriel R', R vectoriel J vectoriel R'. Et donc ce que l'on obtient au final, c'est que le potentiel vecteur A en R, à l'approximation dipolaire, va s'écrire comme mu0 sur 4pi divisé par
R3 fois R vectoriel 1/2 de l'intégrale de D3R' de J en R' vectoriel R'. On obtient donc au final que A se met sous la forme A de R est égal à mu0 sur 4pi R3 M vectoriel R, où M est ce qu'on appelle le moment magnétique et il est défini sous la forme M égale 1/2 de l'intégrale de D3R' de R' vectoriel J en R'. Donc on a résumé ces résultats ici. Donc la forme M vectoriel R sur R3 avec M qui a cette expression-ci. Alors, ce que vous avez probablement vu comme étant le moment magnétique, c'est celui d'une distribution de courant filiforme dans laquelle, à ce moment-là, le moment magnétique vaut I fois le vecteur surface S. Et effectivement, si on prend un circuit filiforme, bien, on a vu que J D3R' pouvait se transformer en I dl'. Donc si je fais cette transformation-là, j'ai que M est égal à I sur 2 fois l'intégrale de R' vectoriel dl'. Et ce que nous allons montrer, c'est que ce vecteur-ci est effectivement le vecteur surface. Pour ceci, on va montrer que M scalaire A est égal à I fois S scalaire A pour tout vecteur A. Donc, ce que l'on doit montrer, puisqu'on va calculer finalement, c'est 1/2 de l'intégrale de R' vectoriel dr', dl', pardon, scalaire A. En utilisant la formule du produit mixte, ça c'est 1/2 de l'intégrale de A vectoriel R' scalaire dl' sur le circuit. Et en utilisant le théorème de Stokes, ceci est égal à 1/2 fois l'intégrale de surface du rotationnel de A vectoriel R'. En utilisant la formule du double produit vectoriel, ceci est égal à 1/2 de l'intégrale sur toute la surface, donc de A fois la divergence de R' moins A fois le gradient de R'. La divergence de R' vaut 3. A, scalaire gradient qui opère sur R', vous pouvez le montrer facilement, c'est égal à A. Et donc ceci est égal à 1/2 de 3A moins A, ça fait 2A, qui va simplifier avec le 2 qui est là, fois l'intégrale de ds. Et donc on obtient bien ici le vecteur surface scalaire A. Donc on trouve que le vecteur surface est bien égal à 1/2 de l'intégrale de R' vectoriel dr', ce qui nous donne que le vecteur M, ici, est égal à I fois S, et donc on retrouve la définition du moment magnétique telle que vous avez pu la voir les années précédentes. Donc nous en avons fini avec ces rappels d'électrostatique et de magnétostatique, et dans la partie suivante, nous allons aborder la description à l'échelle macroscopique des milieux diélectriques et magnétiques. Et nous allons voir que, en première approximation, on va pouvoir décrire ces milieux comme des distributions de dipôles, soit des dipôles électriques, soit des dipôles magnétiques.